Le 6 novembre 1982, le destin du Cameroun bascule et avec lui l'histoire de tout un peuple, de tout un pays. Paul Biya, 49 ans et Premier ministre, devient le président de la République par un mécanisme constitutionnel acquis. Le discret et presque timide Premier ministre de Amadou Ahidjo, à qui les pronostics ne prédisent d'ailleurs pas un long règne à la tête du Cameroun, doit déjà essuyer une violente mais infructueuse tentative de coup d'État en avril 1984. La suite de sa présidence à la tête du Cameroun est faite, comme on s'imagine, de coups de boutoir, de pièges de toutes sortes que l'homme du 6 novembre a toujours su éviter avec un brio caractérisé et même assumé. Au-delà de contenir les assauts et après 43 ans passés à la tête du Cameroun, un pays d'une grande complexité, Paul Biya passe pour être, même aux yeux de ses adversaires les plus farouches, un grand maître dans l'art de la conservation du pouvoir. Cameroun, après 43 ans d'exercice, c'est quoi le secret de la longévité du pouvoir en place? Quelle est la recette qui a donné à ce Paul Biya ce caractère quasi indéboulonnable? Élément de réponse à suivre dans le cœur de cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous renouveler votre confiance. Nous sommes mercredi 28 août, j'allais dire jeudi 28 août de l'an de grâce 2025. À tout de suite pour la suite. Regardez, zoom sur le 237, et on a coutume de le dire, cette émission a vocation à être justement une université du soir, à laquelle il faut absolument être inscrit pour saisir et cerner l'ensemble des mutations qui travaillent le Cameroun. Nous sommes ce soir attablés à ce banquet intellectuel auquel la réflexion et justement l'argument est le plat, sinon le menu principal. Laissez-moi vous présenter nos invités du soir en collège de 4 invités qui vont donc défiler sur ce plateau, chacun à son moment pour des raisons évidentes liées justement au caractère de cette production, une production qui est donc réalisée en direct. Je vais commencer par le docteur Jétro Ekwala, qui est communicant pour le parti Le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale, le PURS. C'est le candidat qui a investi Serge Espoir Matomba comme candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Docteur Jétro Ekwala, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Bargabega. C'est un insigne honneur d'être une fois de plus présent sur votre plateau à l'effet d'édifier vos millions de téléspectateurs, et nous espérons à cet effet que nous serons à la hauteur de la tâche qui nous incombe ce soir. Nous n'en doutons pas un seul instant, docteur Jétro Ekwala. J'accueille après vous Théophile Mbong, qui est enseignant. Il est surtout un cadre de l'Union des populations du Cameroun. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Nous choisissons de vous présenter 2 d'entre eux que nous considérons comme des ouvrages de référence ce soir. C'est le premier, La résistance contre la colonisation dans le sous-bois camerounais. C'est celui que je tiens en main. Il est donc paru aux éditions Edilivre, donc publié par Théophile Mbong. Et puis il y a cet autre magnifique manuel contentieux historique Cameroun-France, le caractère conflictuel d'une relation séculaire du docteur Théophile Mbong. Il est paru, celui-ci, aux éditions Manet Book. Docteur Théophile Mbong, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Et c'est un plaisir renouvelé chaque fois que vous me faites l'honneur d'être présent sur votre plateau. Ce soir, je suis un peu souffrant. La vie ne me lâche pas. Bon, mais je crois pouvoir être à la hauteur des attentes de vos
très nombreux téléspectateurs. Merci en tout cas, et nous sommes reconnaissants du sacrifice que vous faites justement pour ces nombreux téléspectateurs là. J'imagine qu'ils vous sont gré. Un auteur pouvant en cacher un autre, j'ai le plaisir d'accueillir mon aîné, je vais dire ça comme ça, dans la profession, très estimé aîné d'ailleurs, Alain Jules Meunier, qui nous fait toujours l'amitié chaque fois que son calendrier le permet d'accepter nos invitations. Alain Jules Meunier est journaliste mais aussi diplomate, diplômé de l'IRIS à Paris. Il vient de commettre un ouvrage que la critique qualifie déjà de pépite. Le titre c'est Le Code 13, mystique, pouvoir et politique chez Paul Biya. Alain Jules Meunier, bonsoir. Mais bonsoir cher Barga, bonsoir à mes copanélistes de ce soir. Je suis très heureux d'être là sur votre antenne, bien évidemment, comme à chaque fois. Et ça fait vraiment sacrément plaisir de se retrouver ce soir, surtout que, bon, alors que je ne m'attendais pas, l'émission est vraiment en adéquation avec mon essai que j'ai commis récemment. En fait, il y a 4 jours que c'est en vente, voilà, sur Amazon. Et je me souviens qu'il y a une semaine, on s'était parlé, je vous avais dit que l'occasion se présenterait un peu de manière prémonitoire, sans moi-même comprendre où effectivement cela nous mènerait. Parlez-nous de cet ouvrage-là. On est dans de l'ésotérisme politique finalement. Le titre à lui seul est révélateur de quelque chose qui dépasse la dimension naturelle. Le code 13, mystique, pouvoir et politique chez Paul Biya. Comment est né cet ouvrage? De quoi s'agit-il? Alors, je vais vous dire, le sous-titre, justement, c'est comprendre sa gouvernance et sa longévité au pouvoir. Vous vous rendez compte? La coïncidence, ça fait vraiment sacrément plaisir. En fait, j'essaie de décrypter, n'est-ce pas, le pouvoir, c'est-à-dire la gouvernance du président Paul Biya, sous le prisme, justement, du chiffre 13. Je m'explique. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai été interpellé, et beaucoup de Camerounais comprendront le pourquoi de ce document, qui est en réalité pas une œuvre politique, mais plutôt une fresque, hein, on va dire comme ça. Ce n'est pas de la politologie, n'est-ce pas, ou encore une biographie politique du président Paul Biya. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour cela que je parle de ce prêt. Donc, je commence à suivre le président Paul Biya en 2018. Et en 2018, il annonce sa candidature le 13 juillet 2018. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que je me dis, et je fais des blagues avec des amis, je dis, mais alors le chiffre 13, c'est bizarre quand même, parce que bon, il est né un 13, et puis il annonce sa candidature le 13 et tout ça. Bon, moi, je sais pas, les autres élections, s'il a annoncé sa candidature un 13 ou pas du tout. Alors, donc, le 13 juillet 2025, il annonce encore sa candidature. Et donc, ça trotte dans ma tête. Je me dis, il y a un truc avec le chiffre 13. C'est quoi cette histoire-là? Je commence à faire des recherches et je me rends compte, c'est-à-dire je me dis, bon, je passe par les discours, les rencontres, etc. Et je me rends compte que le 13 est très influent dans la gouvernance. Je prends un exemple simple sur un discours que je tombe, une déclaration, lorsqu'on libère les prisonniers de Boko Haram, hein, les otages de Boko Haram, les Chinois, et puis je crois que c'était Madame Ali, il prononce un discours en 13 parties. Vous voyez, ça m'interpelle encore. Et là, l'ECAM choisit 13 candidats pour l'élection présidentielle au niveau de la Cour, du Conseil constitutionnel. On en retient 12. Alors, une autre surprise, c'est que, moi je suis né le 12 octobre, hein, ça tombe bien, donc si vous comptabilisez, n'est-ce pas, tous les chiffres, c'est-à-dire le 12 plus le 1, c'est-à-dire plus le 0, plus le 2, plus le 0, plus le 2, plus le 5, c'est-à-dire le 12-10-2025, on tombe encore sur le chiffre 13. Vous voyez un peu? Et donc, du coup, je me suis mis à écrire comme un forcené, et avec des recherches en même temps, et j'ai compris que le chiffre 13 avait une très très grande particularité, et si vous le permettez, on pourra en discuter encore
pendant tout notre entretien de ce soir. On parle d'un homme qui est réputé aussi être un grand initié de grands ordres mystiques. Vous déroulez, vous plantez le décor, un décor numérologique quand même. Ça signifie peut-être que, sans que je n'ai forcément lu l'ouvrage, que le caractère mystique et ésotérique dans la conduite de pouvoir de Paul Biya est important. Il est déterminant finalement. Complètement. Alors, en numérologie, justement, je vais vous dire quelque chose. Le 1 plus le 3, ça fait 4. Or, quand vous dites Paul, c'est 4 lettres. Absolument. Et donc, en numérologie, on va parler de graphème. Donc, graphème Paul et Biya, B-I-Y-A, 4, encore graphème. Donc, vous comprenez qu'il y a quelque chose, ça cache beaucoup de choses. Et c'est ça que j'essaye en fait d'explorer dans ce manuel d'environ 200 pages. Et bien évidemment, j'essaye vraiment de démontrer ce que j'avance à partir du moment où vous avez parlé d'initié. Cet homme a été initié dans toutes les régions du Cameroun. Donc, il y a cette culture écan dont il est issu. Il y a la culture bamileke, il y a la culture, on se souvient de chez les Sawa, le Ngondo, etc. Donc, c'est quelqu'un à qui on a donné un pouvoir forcément mystique, ésotérique même. Et puis, bien évidemment, selon certaines rumeurs, il aurait été aussi franc-maçon, dans des choses européennes, dans la cabale juive, etc. Bon, bref, j'ai pas parlé forcément de ça, mais en revanche, moi j'ai parlé du chiffre 13 en rapport avec ce qui se passe en Afrique. Ça, je me suis beaucoup appuyé sur l'Afrique pour rédiger ce manuel-là, parce qu'on a tendance à croire que vraiment tout vient de l'Europe. Malheureusement, pour les Européens, on va dire ça comme ça, je me permets de le dire, le 13 est un chiffre de malchance en Occident. Dans la culture occidentale, effectivement. Voilà, il n'y a pas de chambre 13, dans les hôtels, l'ascenseur 13, etc. Donc, c'est assez compliqué ici. Et le président Paul Biya, justement, consciemment ou inconsciemment, fait du chiffre 13 son porte-bonheur. Donc, c'est vraiment décrit dans toute cette publication-là. Et en lisant cette publication, qui, Dieu merci, les retours sont très intéressants au bout de 4 jours, vous comprendrez, n'est-ce pas, en lisant ce livre-là, que voilà, comme on dit habituellement, tout pouvoir vient de Dieu, mais là, il y a autre chose. Et c'est vraiment très, très, très profond. Et je ne sais pas s'il le fait consciemment ou inconsciemment, mais tout tourne autour du 13. Donc, c'est un peu ça dans ce manuel-là. D'accord. Nous serons rejoints dans le milieu de cette émission par Pierre-Paul Moubitan Yandaga, qui est patriarche africain. C'est un grand prêtre, il est guide spirituel. J'imagine que cette dimension de lui, en plus d'être homme politique, va nous permettre effectivement de mettre de la lumière sur le sujet du jour qui s'articule donc, comme vous l'avez entendu, autour de la longévité au pouvoir de Paul Biya. Cameroun, 43 ans. Après 43 ans d'exercice, c'est quoi le secret de la longévité du pouvoir en place? C'est quoi le secret de la longévité de Paul Biya? Je vais poser cette question comme ça là au docteur Ekwala. Vous êtes obligé en tant qu'acteur politique de vous arrêter quand même sur le pouvoir qui nous gouverne depuis 43 ans. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, quel est le regard que vous jetez sur cette longévité-là? Il ne s'agit pas nécessairement de faire le bilan, mais de comprendre ce qui a nourri et ce qui a justifié le fait que le président Paul Biya soit resté au pouvoir aussi longtemps. Quels sont les leviers qu'il a activés? Bon, d'entrée de jeu, le président Biya lui-même associe sa longévité à la stabilité. Il a toujours aimé se vanter de cette stabilité qu'on pourrait qualifier d'apparente, mais bon, c'est tout de même de la stabilité. Et cette stabilité va traduire l'habileté d'un homme. Il faut dire que c'est un homme suffisamment habile qui a su jouer avec les différentes composantes sociologiques
qui a su mettre à profit son tempérament pour souvent à certaines occasions casser, il faut le dire ainsi, certaines ardeurs, certaines pulsions, certaines envies qui auraient peut-être pu aboutir à cette fois-là un renversement. Donc nous avons un président d'une extrême tempérance. Extrême tempérance. Oui, d'une extrême tempérance. Et lorsqu'on veut gouverner, ou lorsqu'on aspire à gouverner, il faut être quelqu'un d'assez tempéré. Et quand on écoute d'ailleurs des historiens, beaucoup vous diront que, ou alors des témoignages, beaucoup vous diront que parmi tous ses collègues, quand ils étaient sous Ahidjo, il a toujours fait preuve d'une grande maîtrise de soi et d'une certaine discrétion. Or, le pouvoir, en réalité, n'aime pas des personnes qui font beaucoup de bruit. Le fait de faire des bruits, de se montrer, d'être agité, en réalité, c'est le signe d'une certaine instabilité qui peut déjà être émotionnelle. Et quand elle est émotionnelle, dans tous les cas, elle va sans doute se traduire physiquement. Mais il faut dire que le président patriarche Paul Biya a su s'incruster dans toutes les mailles de la société camerounaise. Il a compris en réalité les habitudes, le tempérament, le comportement de la société camerounaise, et il a su comment placer des pions pour pouvoir se jouer d'elle. Il faut le dire ainsi. Et c'est d'ailleurs tout ça qui peut l'amener à dire à un président français dans les yeux que ne Dieu pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. En réalité, cette phrase traduit tout simplement les aspirations ou alors l'assurance de quelqu'un qui reconnaît avoir compris réellement les fondements métaphysiques des mœurs de son peuple. Et il peut s'appuyer là-dessus pour pouvoir s'éterniser, s'il faut le dire ainsi, ou alors mettre vraiment beaucoup d'années au pouvoir. Et dans ce sens, c'est réellement un grand maître. Et tous ceux qui voudraient diriger le Cameroun devraient s'en inspirer, effectivement. Théophile, bon, j'ai retenu des propos du docteur Ekwala. J'ai d'ailleurs pris soin de noter. Il a parlé de grande habileté du président Paul Biya, de quelqu'un qui a su maîtriser son écosystème sociologique, mais aussi d'extrême tempérance. C'est des qualités qu'on reconnaît à l'homme, au-delà de sa discrétion qu'il a également évoquées, c'est des qualités qui lui sont notoires. Est-ce que ça suffit pour rester au pouvoir dans un pays comme le Cameroun pendant 43 ans? Est-ce que ça suffit pour avoir survécu aux conférences nationales souveraines nationales qui ont soufflé en Afrique francophone, à la tripartite, aux villes mortes, à la tentative de coup d'État de 84? Est-ce que ça suffit pour avoir échappé aux velléités qui se ramènent en 2008 sous la forme des émeutes de la faim, alors qu'elles étaient elles-mêmes sous-jacentes d'un contexte de révision constitutionnelle dans lequel il a levé les verrous des mandats? Est-ce que ça suffit pour échapper à l'appétit vorace des créatures, on va les appeler comme ça, que lui-même s'est chargé de construire, à qui il s'est chargé de donner la vie autour de lui, et qui ont cette appétence-là aujourd'hui pour son pouvoir? Oui, tout cet ensemble de questions pourrait avoir une seule réponse, c'est que ce n'est pas suffisant pour réaliser ce qu'il a réalisé en termes de conservation du pouvoir. On va dire que, et vous l'avez dit, je viens à votre suite répéter que le 6 novembre 1982, lorsque M. Paul Biya succède à son illustre prédécesseur, et très peu d'observateurs peuvent parier sur sa longévité. Oui. Parce que l'illustre prédécesseur a pris toutes les précautions qui peuvent permettre d'attester qu'il considérait son successeur comme... un faire-valoir. Pas faire-valoir,
bon, comme une succession passagère, car le véritable successeur était celui qu'on appelait son fils bien-aimé, je veux dire Bello Bouba Maïgari, que Paul Biya nommera Premier ministre. Et on dit que cela s'est fait à l'instruction de son illustre prédécesseur. Bon, ce moment donc, tout est organisé pour que, au terme de ce passage, que Bello Bouba Maïgari prenne le pouvoir. Personne ne pouvait imaginer que 43 ans plus tard, Paul Biya serait là. Alors s'il est là jusqu'aujourd'hui, et il faut lui reconnaître quand même une certaine habileté et une certaine manœuvre, une certaine sagesse, une intelligence même de l'écosystème camerounais et une habileté à utiliser ceux qui sont autour de lui. Alors, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se trouve que Paul Biya a su capitaliser le tempérament que tout le monde lui reconnaissait, parce que du temps où il était à côté de Amadou Ahidjo, il n'était pas très connu de Camerounais. On dit qu'il était un technocrate, enfui dans les dossiers et effacé lui-même. Alors tout cela donc, il l'utilisera comme des armes pour sa longévité au pouvoir. D'entrée de jeu, il y a un discours nouveau qu'il apporte. Quand il vient, il se présente comme l'homme du changement. Il n'a pas utilisé ce terme. Mais quand il parle de la rigueur et de la moralisation, et eu égard à ce qui se vivait, alors tout le monde se dresse et se dit que voilà quelqu'un qui apporte un discours nouveau, voilà quelqu'un qui apporte le changement. Parce qu'à ce moment précis déjà, l'on décriait des mœurs pas très bonnes, notamment la moralité publique qui commençait déjà à décliner. On regrettait, il est vrai pas à l'échelle que nous connaissons aujourd'hui, mais déjà... C'était déjà le début des malversations financières. Pas, oui, malversation financière, mais une espèce de népotisme. On constatait déjà une espèce de népotisme. On décriait certains concitoyens qui prenaient des crédits, disait-on, et qui le lendemain présentaient un acte de décès et continuaient à rouler carrosse sans plus pouvoir payer. Un certain nombre de choses qui n'étaient pas bonnes. Lorsqu'il parle donc de rigueur et de moralisation, ça touche les cœurs. Et on se dit, voilà quelqu'un avec qui nous allons cheminer. Je crois que même les opposants les plus farouches du régime à Ahidjo ont dû faire pédale douce pour essayer d'observer, ensuite lui tendre la main afin d'aller ensemble. Alors finalement, on comprendra que tout cela, c'était rentré dans le cadre de sa stratégie de conservation du pouvoir. Pendant toutes ces années, les discours ont été très appréciés, les uns après les autres. Des idées très bonnes, des idées novatrices, très bonnes. Mais curieusement, on n'a jamais vu des actes allant dans le sens des discours prononcés. Lorsque 2 années plus tard, ceux autour de lui qui ne sont pas contents de l'orientation qu'il est en train de prendre, parce qu'il prenait la suite d'un régime néocolonial, il a abordé un discours qui allait en rupture avec les pratiques de ce régime, de cet ordre gouvernant-là. Et quand il annonce par exemple que le Cameroun n'ira pas au FMI, au Fonds monétaire international, tout le monde est scandalisé tout autour de lui. On n'est pas scandalisé parce qu'en réalité, le potentiel économique nous permettrait de résoudre nos problèmes de manière endogène. Et de ce point de vue, son prédécesseur n'a jamais ouvert grandement la porte aux institutions de Bretton Woods. Bon, quand il le dit, sûrement que les voyants devant lui attestent que la situation économique est gérable. Voilà. Alors quand je dis que les actes sont très rapidement en divorce avec le discours, quelques temps après, le voilà qui
nous entraîne dans ces institutions. Bien sûr, même et avec la promesse que le bout du tunnel est proche là, dès que le point d'ajustement est atteint. Alors, jusqu'aujourd'hui, nous continuons à chercher ce bout du tunnel. C'est à croire que c'est un tunnel sans bout. Voilà. Alors, je dis donc que en ce qui concerne les techniques de conservation du pouvoir, il n'a pas son pareil. Je crois qu'avec le temps, on va aller pas à pas et nous pourrons détailler. Alain Jules Meilleux, il y a un commentateur de l'actualité politique camerounaise qui, à la suite du président Biya, qui, lorsqu'il se félicite d'être le meilleur élève de la France, ce commentateur va finir par dire que l'élève a battu le maître à sa propre leçon. Est-ce que vous agréez ce commentaire-là? Quelle est la part du 13 dans cette assertion-là? Rentrons dans les techniques de conservation de pouvoir que le président Biya a utilisées, au-delà de ses qualités qui sont quasi unanimement reconnues sur ce plateau et même en dehors. Le substrat qui vient faire la différence, il se trouve où, à votre avis? Ben, écoutez, il faut resituer le débat, c'est-à-dire que par rapport à la France, n'est-ce pas, qui, faut-il le rappeler à tout un chacun, la France n'a jamais colonisé le Cameroun. Hein. En revanche, la France avait un mandat au Cameroun. Mais alors, qu'est-ce qui se passe réellement quand le président, n'est-ce pas, avec le discours de la Bolle, Mitterrand, etc., le multipartisme arrive au Cameroun dans les années 1990. Alors, il se dit, voilà, meilleur élève de la France. Bon, c'était peut-être une façon à lui de dire à François Mitterrand que voilà, nous, effectivement, on passe à la démocratie. En revanche, ce qui se passe par après, c'est que il faut voir un peu, c'est-à-dire qu'au niveau du chronogramme, ce qui se passe derrière, c'est que nous sommes en pleine guerre, on va dire ça, c'était pas très ouverte comme guerre, mais nous sommes en pleine guerre avec le Nigeria. Donc, il y a la question de Bakassi qui se pose. Et lorsque la France, n'est-ce pas, viole ce précepte et ça d'assistance à l'armée camerounaise en cas de conflit, on se rend compte, le président Biya, pardon, se rend compte que quelque part il y a du prix. Et à partir de ce moment-là, quand il constate qu'il y a du prix, parce qu'il n'y a pas d'assistance de la France, et c'est là où son génie politique se réveille. C'est-à-dire que le président se dit, ben, finalement, on ira devant la justice plutôt que ça, parce que bon, il faut rappeler quand même des choses. Il était très bien entouré. C'est-à-dire que il y a un monsieur comme Monsieur Bodo qui était au niveau du cadastre, qui maîtrisait vraiment toutes les données au niveau des frontières, etc. Parce qu'il faut rappeler ça, parce que bon, je le dis pourquoi, parce qu'il y a certaines personnes qui se permettent de dire que bon, Bakassi c'est moi, quoi. Je veux dire, comme le disait Pascal, le moi est haïssable. Donc voilà, il est entouré d'une sacrée bonne équipe et il comprend qu'il faut aller devant la justice. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il commence à, parlons trivialement, il commence à dribbler la France. Parce que bon, il se rend compte que voilà, la France ne défend que ses intérêts au Biafra, que ses intérêts au Nigeria, et par conséquent, ça ne servait absolument à rien de continuer à compter sur ces gens-là, parce que il y avait de la manipulation, etc. Donc, quelque part, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, il a battu vraiment son maître, entre guillemets, mettons entre guillemets, d'autant plus que quand vous parlez avec les gens de l'AS, n'est-ce pas, Niger, Mali et je crois Burkina Faso, ils vous disent que le vrai panafricanisme, c'est-à-dire qu'ils ont pris des cours au Cameroun parce qu'ils ont en face d'eux un vrai panafricaniste. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ces gens-là le disent, qui s'inspirent du président camerounais Paul Biya. Par conséquent, si on associe cela au chiffre 13, c'est vrai que je ne vais pas révéler tout ce que je dis dans le livre, il faut le lire. En revanche, effectivement, j'en parle. Il y a l'intervenant qui passait après moi, qui a essayé de parler justement
de cette façon de gérer le pays, de cette connaissance-là, etc., de cette survivance malgré tout ce qui se passe, toujours au pouvoir, le président Biya, par sa tempérance, a réussi à déjouer beaucoup de complots. C'est-à-dire que lorsque vous l'attaquez, parce que je rappelle quand même que bon, nous sommes sur les réseaux sociaux, moi qui ai passé le plus de temps de ma vie en Occident, je peux vous dire que même en Occident, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'insulter quelqu'un le matin, midi et le soir, comme ça se passe sur les réseaux sociaux, quelqu'un ne réagit pas, c'est assez fort. C'est-à-dire que il a les armes pour anéantir ses adversaires sans donner de coups. C'est ça qui est terrible, justement. Alain Jules Meillet. Je le décris dans le livre. Alain Jules Meillet, il a les armes pour anéantir ses ennemis sans donner de coups. Je veux qu'on s'arrête là. C'est fort ça. C'est l'art de la guerre. C'est quoi? C'est un peu de kung-fu pour ceux qui ont fait il a dû lire arts martiaux. Où est-ce qu'il prend ses armes? Est-ce qu'elles sont naturelles? Ben, c'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Et je me pose la question de savoir, comme vous, si ces armes sont effectivement naturelles. Parce que lorsque vous voyez sa façon de fonctionner, c'est assez particulier, hein, je vous jure. C'est-à-dire que j'ai envie de vous lire un extrait, si vous le permettez. Bien sûr. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Quelqu'un rappelait tout à l'heure, je ne sais pas, j'ai pas retenu le nom malheureusement, docteur Ekwala. Monsieur Ekwala, voilà, docteur Ekwala, voilà, désolé. Hein. Le docteur Ekwala rappelait ça tout à l'heure. C'est-à-dire que ce monsieur est dans l'ironie qui est la sienne chaque fois qu'il parle. C'est-à-dire que sa parole est tellement rare que chaque fois qu'il parle, c'est un événement. Justement, c'était le 4 juillet 2015, si j'ai bonne mémoire, face au président Hollande, où il dit que ne dure qu'au pouvoir qui veut, mais qui peut, bien évidemment. Ensuite, il poursuit, nous voici à Douala, quand tout le monde dit que c'est impossible qu'il mette les pieds à Douala. Donc, et puis, qui a oublié l'épisode de Simalène où, quand il arrive à l'aéroport, parce qu'il y a des rumeurs sur son décès, n'est-ce pas, il dit, il y a des gens qui s'intéressent parlent de mes funérailles, je leur donne rendez-vous dans 20 ans. Dans une vingtaine d'années. Voilà, et c'est un pari gagné. Et il a tenu, puisque nous sommes à la 21e année. Ça veut simplement dire que, moi je l'ai dit dans le livre, j'ai dit, en citant cette partie-là, j'ai dit, mais on a l'impression qu'on a en face de quelqu'un qui est une espèce de totem pour le Cameroun. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il sait quand il va mourir. C'est phénoménal. Et c'est pour cela que ce que vous dites est très important. On a l'impression, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas là, mais est là, qui n'est pas présent, mais est très présent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc c'est assez compliqué. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand vous regardez la trajectoire, vous vous rendez compte que le monsieur, il est au courant de tout, il sait tout ce qui se dit, et peut-être même, certaines rumeurs racontent que, on va parler trivialement, que c'est un roi du Congo, ça. Bon, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, on va dire comme ça. Bon, je l'ai vu quand j'étais gamin, parce qu'il avait déjeuné plutôt avec mes parents. D'ailleurs, je le mentionne sur le truc, à l'époque, dans le livre, à l'époque, il était Premier ministre, et mes parents étaient justement dans sa ville, dans son département, à Saint-Milima, et il a déjeuné avec mes parents, et donc je le dis dans l'avant-propos. Et donc ce jour-là, ils ont fini de déjeuner, et par la suite, il est sorti. Je ne peux pas oublier ce jour-là, c'était en 1981 ou 82, j'étais gamin, et Canon de Yaoundé jouait ce jour-là. Oui. Et quand il est sorti, j'étais assis avec, je crois, des cousins ou mes frères à la véranda, et quand il est sorti, il a demandé le score. Moi, c'est le seul contact que j'ai eu avec le président actuel de la République. Il était encore Premier ministre. Donc, vous voyez, ce sont tous ces souvenirs-là. Et puis, je peux vous dire quelque chose pour ne pas monopoliser la parole. Pourquoi j'ai été motivé pour faire ce livre-là? Et quand je vous dis que il y a quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire, alors mon père, il est évacué en France, et je vais lui rendre visite à l'hôpital Georges Pompidou, dans le 15e arrondissement. Et donc, j'accumulais plein de choses, hein, et c'est pour cela que ce livre-là, il est venu, et je l'ai écrit assez rapidement. Alors, mon père me dit ceci, très exactement, et je le mentionne, il me dit, mon fils, Paul Biya, n'est plus un homme, mais un esprit. Je n'ai jamais rencontré, de toute ma vie, un homme aussi charismatique.
c'est le totem du Cameroun. Donc, quand quelqu'un qui a connu ce monsieur vous parle de totem, ça veut simplement dire que, cher Barga, que quelque part, c'est très mystique. C'est-à-dire qu'il a eu l'onction, il faut le savoir, de tous les Camerounais. Et il s'appuie aujourd'hui sur leur chefferie traditionnelle. Donc, pour vraiment mener ses actions au niveau du Cameroun. Donc, c'est un initié. Et donc, quand on est initié, ça veut dire qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas. On voit ce que les autres ne voient pas. Donc, c'est comme ça qu'on peut conclure, justement, votre question. Merci beaucoup Alain Jules Meunier. Docteur Ekwala, on est dans l'ordre du totémique désormais. C'est un charisme rare et bouleversant. C'est des rencontres exceptionnelles. Je n'ai pas vocation à raconter les miens de contact avec le chef de l'État, étant dans la posture que je suis. Peut-être que à la faveur d'un livre que moi aussi j'écrirai, je le ferai. Mais on est d'accord que c'est un homme qui force l'admiration, au contact duquel on est toujours bouleversé, pour ceux qui ont eu l'occasion de le rencontrer, qui a mis dans sa parole, qui a mystifié sa parole, et qui est une sorte de dichotomie, comme le relevait Alain Jules Meunier, qui est à la fois hyper absent, parce qu'on le cherche partout, on ne le voit pas, mais qui est présent dans tous les actes de gouvernance de ce pays depuis 43 ans, un pays qu'il a pris alors que le Cameroun avait moins de 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous en sommes à 30 millions. Comment réussit-il à tenir la barque? Alors, Alain Jules, vous a bien dit que il est à la fois discret, mais c'est aussi une sorte de papa Congossa. En fait, ce dit papa Congossa, c'est reconnaître que le niveau de renseignement est hyper élevé. Et il ne se limite pas uniquement aux canaux conventionnels, oui, mais il va même via des canaux traditionnels. Il vous entraîne dans du songo, pendant que vous jouez, vous discutez, vous parlez, autres, et c'est comme ça qu'il reçoit des informations. Alors, il faut dire que le fait pour le président d'avoir reçu la royauté dans toutes les régions, dans toutes les chefferies, c'est en réalité un dépôt. Un dépôt, je ne sais pas si je vais utiliser le terme mystique, mais c'est un réel dépôt. Et quand il a reçu ce qu'il a en réalité, on lui confie le village, on lui confie la localité, une ville. Et quand on a donc tout ce qu'il a reçu de toutes les chefferies, assorti de ce que le peuple lui donne. Parce que quand vous exprimez vos suffrages, en réalité, c'est vous lui donnez vos voix et vous lui dites va et parle en notre nom. Alors, quand vous le faites en réalité, ce sont des énergies qu'on dégage en réalité. Or, ces énergies, pour pouvoir les conserver, il faut être plus ou moins mystique. Et lui, il le fait au travers de sa parole. Il va parler très rarement, mais quand il ouvre la bouche, ça force l'admiration. Vous allez critiquer, vous allez dire ceci, vous allez dire cela. Et vous en avez pour des mois de commentaires. Des mois de commentaires. Mais il l'a dit. Et puisque la parole est rare, alors que vous le vouliez ou pas, vous savez que le chef a parlé. Et quand le chef a parlé, même si on conteste, en fait, la contestation, en réalité, est même déjà une forme d'obéissance. Et il faut dire qu'il maîtrise aussi de manière très subtile, de manière très fine, l'art de la rhétorique. C'est l'homme des petites phrases. Il les déploie comme des petites armes, comme des flèches empoisonnées à destination de ses adversaires. On peut énumérer un kaléidoscope des petites phrases qu'il a dites. Me voici donc à Douala, voilà. que Jules Meunier rappelait tout à l'heure. Vous voulez changer celui qui a apporté le changement. Voilà, en 92. La démocratie camerounaise avance malgré l'agitation de quelques petits partis politiques. On est là en 2020, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Il a une trentaine de biographes à son actif et 43 ans de pouvoir.
En réalité, vous voyez, c'est un monsieur qui a reçu beaucoup de sagesse. Et il faut remonter à son éducation dans l'enfance. On vous dit fils de catéchiste qui a fait ses études au séminaire. Et c'était un très bon lecteur de la Bible. Et il sait que c'est dans le calme et la tranquillité que résidera ta force. Et il applique tout simplement. Pendant que vous vous agitez, vous posez des questions, vous parlez. Sauf qu'en vous posant des questions, en parlant, vous alimentez peut-être. Pas alimenter, mais vous dévoilez vos intentions. Mais pendant que vous dévoilez les vôtres, lui, il ne se dévoile pas. Il vous écoute, il vous laisse avancer, il est renseigné, et lorsqu'il sort, il agit. Et quand il agit, vous ne pouvez... En fait, ces sorties sont souvent comme des surprises. Or, quand il agit, vous êtes comme sidéré, vous êtes comme omnubilé. Et il n'y a pas de force de réaction sur le coup. Et lorsque vous décidez de réagir, en réalité, la tension que ces paroles ont provoquée est déjà descendue. Et vous voyez donc dans ce cas, il va donc réussir à déjouer toutes sortes de tentatives, je sais pas, de complot et autres. Et ça, en réalité, c'est tout ça. Et maintenant, il a aussi su s'attacher les services de ceux qui se disent même opposants. En réalité, il a compris ce qu'il faut. Parce qu'on dit, un homme pense politiquement tel qu'il est socialement. Puisqu'il sait donc que celui-ci, ou alors puisqu'il sait que nos comportements au Cameroun en réalité sont aussi tributaires de nos zones géographiques originelles, alors il sait mettre ces éléments à sa disposition pour pouvoir garder le pouvoir aussi longtemps qu'il le souhaite. Et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Mais nous avons quand même la grâce d'avoir désormais un homme comme Serge Espoir Matomba qui n'est pas un opportuniste et qui a une réelle vision de rupture. Et les Camerounais devraient capitaliser dans ce sens-là parce que Matomba, c'est la jeunesse, oui, mais en plus de la jeunesse, c'est beaucoup d'espoir, de l'espoir qui n'est pas tronqué par des prébendes reçues par-ci et par-là, contrairement à tout ce qu'on peut voir ailleurs. Donc, bref, nous savons que maintenant le président Biya aura des questions à se poser avec un Serge Espoir en face de lui. D'accord. Théophile, bon, on parle de longévité. Le prédécesseur de Paul Biya a quand même eu son règne de longévité aussi, 22 ans. 25 au total. 25 au total. Parce que déjà, Premier ministre, c'est pas rien. Qu'est-ce qui fait la différence fondamentale entre les deux hommes? Pourquoi Paul Biya est allé jusqu'à 43 et pas Idio? Je vais d'abord dire que ce qu'ils ont de commun, c'est l'amour pour le pouvoir. L'amour pour le pouvoir. Oui, ça, c'est là leur est commun. Mais je reviens un peu en arrière. Lorsque Paul Biya prend le pouvoir, et je l'ai dit, il n'était pas l'homme le plus attendu. Autour de son prédécesseur, il y avait ceux qui s'agitaient. Et si on avait demandé de faire un pronostic, très peu auraient misé sur Paul Biya. Mais c'est Paul Biya, en tant que successeur constitutionnel, qui est resté à cette position et qui, le moment venu, a succédé. Lorsqu'il succède donc à Amadou Ahidjo, ceux qui ont cheminé avec les deux n'étaient pas tout à fait d'accord. Ils ont voulu s'opposer à cette décision que Amadou Ahidjo avait prise. Amadou Ahidjo n'était pas homme à discuter les décisions qu'il prend. C'est ainsi donc qu'il a frappé celui-là même que tout le monde considérait comme ce conseiller qui parle dans son oreille. De qui s'agit-il? Il s'agit de Sarki Fad. Bon, je vais me souvenir de son nom. Alors lui, il a constitué une délégation pour dire qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec le choix porté sur Paul Biya.
Ce qui a poussé donc Amadou Ahidjo à faire une première tournée nationale en faveur de son successeur constitutionnel. Parce que lorsqu'on parle de la longévité, c'est Amadou Ahidjo qui commence à poser les bases de cette longévité. Il fait donc le tour de toutes les provinces et il leur dit, aux siens, à ceux qui lui font confiance, de faire confiance à Paul Biya. La même confiance que vous m'avez accordée. Voilà, vous devez la lui accorder. Ensuite, et là, le premier pilier donc sur lequel va reposer le pouvoir de Paul Biya, qui est un pilier mystico-traditionnel, se met en place. Paul Biya lui-même maintenant fait sa propre tournée suite à la tournée de son illustre prédécesseur. C'est ainsi donc que toutes les confréries traditionnelles le recevront. Il ira partout au Cameroun et tout ce qu'on a de profond, tout ce qu'on a de mystique, tout ce qu'on a de secret, le recevra, le reconnaîtra, l'établira. Parce que je vous ai dit qu'il a suscité un espoir et tous les Camerounais étaient unanimes que voilà celui-là qui va nous propulser de l'avant. C'est ainsi donc que cette tournée plante donc ce décor mystico-traditionnel. Quand cela est fait, il commence maintenant la pratique de son pouvoir. Dans la pratique de son pouvoir, on va se rendre compte que contrairement à Amadou Ahidjo, qui lui était considéré comme un dictateur, il va afficher l'image d'un démocrate épris de liberté. Oui, effectivement. Alors cela va encore entraîner beaucoup d'amour et de sympathie pour lui. Alors ce que l'on ne sait donc pas, c'est que sous cette face joviale se cache une fermeté inébranlable. Une main de fer dans un voilà. Alors, l'un après l'autre, il va éliminer ses adversaires potentiels. Il va, le parti qu'il hérite d'Ahidjo, ce parti dont les cadres ne lui sont pas soumis. Parce que, soit dit en passant, du temps où il était Premier ministre, et j'emploie le conditionnel, mais il se dit quand même qu'il n'était pas membre de parti au pouvoir. S'il était membre, il n'a jamais été un dirigeant de ce parti, il n'a pas jamais fait partie du comité central. Alors tous les hauts cadres de ce parti donc, ne comprennent pas pourquoi ce parti qui était comme un parti État n'a pas pu receler quelqu'un pour prendre la succession afin qu'on aille trouver quelqu'un qui n'était pas membre de ce parti. Alors il va donc l'un après l'autre les éliminer, surtout en 1985 lorsqu'il va créer, il ne va pas créer un parti, mais il va transformer le parti qu'il a reçu et en faire un outil de conservation de pouvoir. Voilà. Alors, après cette transformation, donc, eh bien, il va attirer beaucoup de cadres qui n'étaient pas dans le parti, des hommes d'affaires, même au congrès de Bamenda. On invite beaucoup d'hommes d'affaires qui n'étaient pas militants de moyens financiers, cela va de soi, mais ils n'étaient pas des militants encartés de l'Union nationale camerounaise. Il va donc leur donner des invitations, les attirer dans ORDPC, qui est le nouveau parti, et les utiliser pour la conservation du pouvoir. Les techniques donc qu'on va observer, c'est que premièrement, ces nominations ne sont pas fondées sur la capacité au travail, mais beaucoup plus, il va nommer des gens capables de drainer les masses vers lui. Ces nommés deviennent des élites. L'élitisme est ainsi introduit. Chaque coin de la République a ses élites. Ces élites sont des gens qui bénéficient de tous les privilèges, qui bénéficient des promotions, et les promotions ne sont pas dues au fait qu'ils sont rentables dans le travail qu'ils font, le rendement n'y est pour rien. Mais la capacité de maintenir votre coin
sous la ferveur de président de la République, et le cas échéant, de drainer toutes les voies vers lui. Aussi longtemps que vous le faites, vous êtes maintenu au pouvoir, vous êtes maintenu en fonction, vous avez des promotions, vous êtes l'élite convenable. Le jour où vous ne pouvez plus le faire, on le remplace. Bon, on ne regardera pas quels sont les résultats que vous avez sur le plan professionnel et autres. Voilà encore une technique. L'autre technique maintenant, c'est qu'avec le temps, il se rend compte même qu'au sein de son propre parti, et il y a des querelles intestines et tout ne va pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met un peu le parti sous le teignoir et il prend l'administration camerounaise qui est réellement son véritable parti. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'administration camerounaise depuis, je crois, 2 mandats qui fait tout le travail. Tous les fonctionnaires, là où ils ont mission d'œuvrer pour le maintien du président de la République au pouvoir. Alors ça veut donc dire que même si son propre parti fait défaut, d'ailleurs, pour que le parti s'étende sur les confins du territoire, il faut que l'administration prête le flanc. Ainsi donc, c'est réellement l'administration qu'il utilise. C'est le levier. Aussi, là qu'est né le clientélisme et la corruption, qu'on dit être le carburant du régime Biya. Oui, est-ce que ce n'est pas ces pratiques et ces techniques qui ont prêté le flanc à cela? Le clientélisme, oui. Parce que ceux-là qui savent qu'ils sont promus, qu'ils sont nommés pour maintenir le président au pouvoir. Pas nécessairement pour accomplir des missions. Ça se voit. La preuve est que, après plusieurs constats faits par le président de la République lui-même sur l'inertie du gouvernement, sur les détournements et tout, qui vont rendre gorge et ainsi de suite, mais on n'a pas vu un effort allant dans le sens d'atténuer. Parce que tout cela, d'ailleurs même pour certains, et le prétexte c'est qu'ils ont pris pour financer le parti, certains l'ont dit. Et voilà. Lors des procès. Oui. Alors je disais donc que le clientélisme ici, il vient du sommet. Parce que tous ces cadres de l'administration, c'est en réalité les clients du président de la République. Et pour que le système vive, chacun en dessous de lui a une génération de clients qu'il entretient et qui doivent mettre jusqu'à la base. C'est donc comme ça que c'est huilé jusqu'à la base. Pour ce qui est de la corruption, je l'ai dit, certains ont trouvé pour prétexte le fait de travailler en faveur du maintien du président de la République en poste pour pouvoir arrondir les angles. Ça, c'est malheureusement donc. Malheureusement, et c'est ce qui est regrettable, lorsque ces pratiques ont commencé, au lieu de cogner du poing sur la table et de les empêcher, on les a laissés progresser. Comment aurait-il pu les empêcher puisqu'elles lui profitent finalement, en fin de compte? Oui, mais alors là c'est très grave. Là, c'est très grave ce que vous dites. Là, c'est très grave ce que vous dites. Parce qu'il s'agit de la chose publique. Il s'agit, je crois que en tout état de cause, oui, ça lui profite. J'essaie de faire les interprétations. Oui, je dis que on n'a pas nécessairement besoin de détourner, de voler, pour appeler le chat par son nom, pour atteindre les résultats, parce que c'est des personnages, c'est des créatures, comme elles se font appeler, c'est des créatures qui ont des privilèges exorbitants, lesquels privilèges leur permettent d'entretenir eux-mêmes toute la maman de prébandier. Ils n'ont donc pas besoin de toucher à la fortune publique. Alors, tel qu'il l'avait dit, si usant de rigueur, tel que cela avait été promis, il sanctionnait, je crois qu'on n'aurait pas atteint le niveau qu'on a maintenant, où tout l'État est en otage par les corrupteurs. Avant de passer la parole à Alain Jules Meunier, est-ce que, Théophile Mbong, est-ce que vous pensez que le RDPC survivra à Paul Biya lorsqu'il ne sera plus là?
Est-ce que l'UNC a survécu à Amadou Ahidjo quand il n'était plus? Si l'UNC n'a pas survécu à Amadou Ahidjo, moi je prédis que le RDPC ne survivra pas à Paul Biya. D'ailleurs, même il est encore vivant, il reste président. Mais ce qu'on voit déjà augure de ce qui sera quand il ne sera pas. C'est mon point de vue. Mais moi, je crois qu'en ce moment, il y a comme une sorte de reproduction sociale de l'élite. En fait, une reproduction héréditaire, générationnelle. Et c'est peut-être le péché ou l'erreur, la faute qui a conduit à la chute de l'UNC. Mais dans le cadre du RDP, je crois que les choses sont peut-être différentes. On parle aujourd'hui des mouvements franquistes, on voit les créatures dont la progéniture a eu certaines situations. Il peut déjà se projeter. On pourrait penser justement que le RDPC pourrait survivre. Mais maintenant, est-ce que les guerres intestines, les guerres de positionnement pour la succession du roi n'auront pas raison du parti? Ça, c'est la question qu'on pourrait se poser. Alain Jules Meunier, Théophile Mbong décrit des techniques qui ont permis donc à l'homme du 6 novembre de s'éterniser, de rester en tout cas au pouvoir et d'atteindre ce caractère indéboulonnable, quasiment 43 ans qu'il est là. On a vu que cette technique était aussi le terreau de la corruption, notamment du clientélisme et de tout ce qu'on pouvait imaginer. Envisagez-vous que cela ait fait nécessairement ou alors exclusivement du bien au Cameroun d'avoir un si long règne de la part d'un Paul Biya qu'on reconnaît comme le maître de l'habileté et dont l'extrême tempérance a permis justement d'atteindre ce niveau de conservation de pouvoir? Non, mais écoutez, permettez-moi de m'inscrire en faux face aux allégations de mon frère, Monsieur Mbong, de l'UPC. Je peux comprendre en fait son discours. Vous savez, il est dans une posture d'opposant, ça se comprend. En revanche, clientélisme, corruption, pourquoi? Bon, je suis tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il dit que peut-être que le président n'a pas été assez, on va dire ça comme ça, n'ayons pas peur des mots, violent, on va dire ça comme ça. C'est vrai que un crime, c'est un crime, c'est-à-dire quand on procède par des crimes financiers, je crois que les gens doivent être sanctionnés, et fortement, bien évidemment. Il faut avoir la main lourde face à des personnes comme ça, mais ça qui mettent en jeu l'avenir du pays, le développement du pays, etc. Mais au niveau, justement, de la longévité du président de la République, je ne crois pas qu'il ait eu besoin de ça. Peut-être que, effectivement, les gens qu'il a pu nommer ici et là, parce que bon, il y a le phénomène, n'est-ce pas, c'est un abus de langage, on parle de planification, c'est-à-dire que chaque région doit avoir une élite. Et je crois, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je crois sincèrement que quand le président de la République, c'est pour cela que je m'inscris en faux face aux allégations de mon frère Bon, c'est-à-dire que quand le chef de l'État nomme une élite donnée dans telle ou telle région, je pense que c'est pour... je ne veux pas entrer par effraction dans sa tête, bien évidemment, mais je crois que quand il nomme quelqu'un, c'est pour que cette personne relève sa région. C'est pour cela que on dit souvent que dans telle ou telle région, il n'y a pas de route, dans telle ou telle région, il n'y a pas ci, il n'y a pas cela, je crois qu'il faut plutôt condamner les élites, pas le président de la République. Il n'a pas le don d'ubiquité pour être partout à la fois. Vous voyez? Donc, il a des collaborateurs. C'est impossible de diriger un pays tout seul. C'est pour cela que quand j'entends souvent les journalistes occidentaux parler des pays africains, d'ailleurs, moi, j'ai jamais dit régime, parce que vous savez, les gens ont tendance à dire régime, moi, je dis toujours gouvernement. Alors, quand on regarde, la configuration, justement, du Cameroun, donc, ces élites, forcément, ne travaillent pas pour leur contrée, parce que chacun doit se battre. Les députés doivent se battre. Les sénateurs doivent se battre, etc., etc. C'est-à-dire que
Par exemple, moi je suis de la vallée du Thème, hein, c'est mon département. Alors, quand je suis de la vallée du Thème, il faut que les élites se battent pour que, par exemple, des projets se fassent chez nous. On peut négocier avec l'AFD, par exemple. Donc, et bien évidemment, même les institutions de Bretton Woods, de manière à ce que il y ait des projets. Moi, je vais vous dire, bon, les gens m'ont toujours reproché de toujours parler de mon feu père, mais vous savez, mon feu père, malheureusement, et qui est décédé en 2017, il a toujours rêvé, n'est-ce pas, de faire, parce que le barrage de Menveleu est à Niabizane, mon village natal, et là, il a parlé de ce barrage-là pendant 30 ans, pendant 40 ans. Il a porté ce projet-là, il a dit, mais il faut qu'il y ait quelque chose chez nous, parce que bon, voilà, on peut faire un barrage hydroélectrique. C'est arrivé. Malheureusement, il n'a pas pu, ne serait-ce que même assister, parce qu'il était très malade, à la pose de la première pierre, quand le président de la République, Paul Biya, est arrivé dans mon village pour poser la première pierre de ce barrage-là. Donc, c'est ça que les élites doivent faire, c'est-à-dire développer leur région. Donc, si une élite ne développe pas sa région et que, effectivement, les populations ne se plaignent pas, comment voulez-vous que le président, il est certes le Camerounais le plus renseigné, comment voulez-vous qu'il sache ce qui se passe réellement? Il y a des équipes autour de lui. Ce sont ces gens-là qui doivent réellement travailler, c'est-à-dire que aller dire au président que bon, ma région a besoin de ceci, ma région a besoin de cela, voir avec les députés, voir avec les sénateurs, etc., etc. Donc, si ça ne se fait pas, vous comprenez que je ne pense pas qu'il soit là simplement pour permettre aux gens qui vont lui apporter des voix de rester à leur poste. Non, je m'inscris en faux face à cela. Donc voilà. Je peux dire un mot. Rapidement. Oui, c'est juste pour dire que bon, je considère pour ma part que la politique élitiste est ruineuse pour le pays. Elle contribue à enrichir des individus qui assujettissent les populations sans leur apporter l'aide qu'elles attendent. Je crois qu'il y a une architecture qui permet à des organes bien précis, dans le cadre de l'aménagement du territoire, d'apporter le développement jusqu'aux confins de ce territoire sans qu'on ait besoin de passer par les élites. C'est le clientélisme qui fait qu'on nomme les élites. Une bonne partie de la décentralisation est d'ailleurs pensée pour amener le développement aux confins des régions sans avoir à passer par les élites. Et lorsqu'une élite n'atteint pas cet objectif, c'est-à-dire n'apporte pas le bien-être à ces populations, pourquoi la maintien tombe? Ça veut donc dire que l'objectif du bien-être n'est pas celui qu'on attend de cette élite-là. Il y a un autre objectif qu'il satisfait. Et c'est pour cela que cette élite dure. C'est ce que je voulais apporter. On accueille, comme on l'a promis tout à l'heure, Pierre-Paul Moubitan Yandaga, qui est patriarche, grand prêtre africain. Il est surtout le président de l'Union pour le réveil de l'Afrique, un parti politique qui a donc vocation à donner aussi toute sa souveraineté aux populations africaines, autant d'ailleurs que le PURS sur ce plateau. Moubitan Yandaga, j'ai envie de vous demander, vous qui justement êtes un patriarche, qui avez un certain âge, qui avez vu à la fois les présidents Ahidjo et Biya, vous avez été militant du RDPC à un très haut niveau, militant de l'UNDP avant de former l'Union pour le réveil de l'Afrique. Quelle est, à votre avis, la recette qui fait le succès, la longévité, cette longévité incomparable de Paul Biya au pouvoir? Avant vous, les précédents orateurs ont parlé des qualités de l'homme, qui a une grande habileté, qui maîtrise l'écosystème sociologique du Cameroun, qui a une extrême tempérance. Alain Jules Meunier nous a sorti une phrase que j'ai notée: l'art d'anéantir ses adversaires sans leur donner des coups. C'est très porté vers l'élévation. Alain Jules Meunier, qui justement est auteur d'un ouvrage qui vient de paraître et qui pourrait vous intéresser, Le Code 13, mystique, pouvoir et politique chez Paul Biya. Pour vous, qu'est-ce qui fait le secret de la longévité de cet homme? Bien, alors, si on s'en tient à
la longévité, je pense qu'il n'est pas le premier à avoir été longtemps au pouvoir. Même son prédécesseur a quand même fait pratiquement 28 ans, hein, je crois, au pouvoir. Donc ce n'est pas seulement lui, il y a plein de présidents africains qui, jusqu'à maintenant, battent les records de longévité. Alors qu'ils, peut-être, c'est pour nous dire, tous ceux-là, ils ont l'art de manier les choses de telle sorte que finalement, à la limite même c'est des démiurges, tel que j'entends la description de ce militant engagé. Je sais pas, je n'étais pas encore là quand on l'a présenté. Alain Jules Meunier est journaliste, il est diplomate. Bon, donc c'est un militant engagé. Alors, donc je pense que il faut quand même faire un peu attention avec la mémoire des Camerounais et des Africains. Ce qui est certain, c'est que les régimes, surtout ici chez nous en Afrique, qui mettent long, très long, il y a certains facteurs culturels. C'est-à-dire, les Africains s'accommodent souvent de leur chef traditionnel qui est là ad vitam aeternam. Et bon, ben, quand il meurt, son fils le remplace, ainsi de suite. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans la féodalité, nous ne sommes pas dans le système. Nous tous, y compris celui qui dirige le Cameroun aujourd'hui, il a accepté qu'on soit dans la République, et telle qu'elle a été pensée par les Occidentaux. Et il a dit lui-même qu'il est le meilleur élève. Donc ce qui veut dire que le critère de longévité est tellement, à mon avis, on n'a pas de magie. Il faut pas, à mon avis, il faut pas mystifier ça. Si nous prenons le cas du Cameroun, vous allez voir que, pendant que je venais, j'écoutais l'intervention de notre ami de l'UPC. J'ai commencé à déguster son livre. Alors, je pense que il avait raison quand il dit que quand vous voyez comment chaque fonctionnaire au Cameroun, pour un peu retrouver ce qui dit souvent que le RDPC c'est un parti-État. Quand vous regardez le fonctionnaire, comment il va faire pour ne pas soutenir. D'ailleurs, vous avez vu l'ensemble de ceux qui doivent cotiser pour l'élection du président actuellement. On a donné les taux. Hein? Le ministre s'étend, le député s'étend, le fonctionnaire qui est machin sous-directeur s'étend, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on ne cache même plus le fait que, mais l'élection présidentielle, mais logiquement, on ne devrait pas vivre ce genre de situation-là. L'élection présidentielle, c'est l'affaire d'un individu qui porte le programme de son mouvement politique, et les gens doivent contribuer en tant que militants, pas en tant que chef de service, en tant que ministre, en tant que DG et en tant que ceci. Mais c'est grossier. On ne devrait pas voir ce genre de choses. Ça, c'est la première réaction. Le deuxième aspect, c'est que il faut noter que le Cameroun en particulier, c'est un système saprofite. C'est-à-dire, il vit de la corruption. Je ne suis pas le premier à le dire. Celui qui dirige lui-même, eh ben, a essayé de faire ce qu'il pouvait pour se battre contre la corruption. Mais comment il pouvait continuer à se battre contre la corruption puisque ça risquait de faire en sorte qu'il ne soit plus à la tête? À un moment donné, il fallait qu'il se résolve à dire, bon, pour qu'on ne pense pas que je ne lutte pas contre la corruption, il va falloir que je commence à lorgner, à regarder. C'est ce que les Camerounais disent. Hein. Ils disent que quand on sent que tu cherches déjà à lorgner le pouvoir et tout, eh bien, toi, ben, tu es le malchanceux. Mais celui qui ne lorgne pas le pouvoir, il peut même grignoter, il peut se remplir les poches et tout, il n'ira jamais en prison. C'est ce que les Camerounais observent. Donc, il y a comme une sorte de... Tu vois, du deux poids, deux mesures. Dans la répression de la corruption. Dans la répression de la corruption. Alors, le problème, donc, c'est quoi? Un régime, un système, ça profite, se nourrit de la corruption. Parce que c'est cette corruption qui permet que la tête continue de demeurer.
C'est pour cela qu'à un moment donné, on a laissé au Cameroun la corruption ramper, y compris jusque dans la justice, où vous voyez clairement comment un magistrat qui à peine vient de sortir de l'école, il est nommé quelque part, il roule déjà dans de très belles voitures, des grosses voitures et tout. Il a pris l'argent où, si ce n'est pas de l'argent que les justiciables sont obligés de venir donner en dessous des tables et tout ça. Ils prennent ça où? Quel est le procureur qui lui-même passe le temps à ne penser qu'à l'argent qu'il doit avoir, va prendre sur lui de convoquer quelqu'un qui s'enrichit sans cause. C'est condamné par la loi, ça. Mais pourquoi il faut d'abord attendre que ce soit le chef de l'État qui décide que il faut me regarder ça, la lutte contre la corruption et tout. Mais la loi est là pour faire quoi? Où on a dit préconiser la séparation des pouvoirs de l'exécutif et le judiciaire. Cela est dit. Le président de la République est régulièrement le procureur qui... Mais ce n'est pas son rôle. C'est le chef de la magistrature suprême. Bon, très bien. Alors, vous voyez donc, voici le conseil supérieur, le conseil de la magistrature qui ne se tient pas depuis plus de 5 ans. Sauf si je me trompe. À quel moment on va sanctionner les magistrats corrompus? À quel moment on va rebattre les cartes? Il faut noter que nous sommes dans un système, c'est pour cela que on est encore probablement en train de poursuivre après le 12 octobre avec le même système. Vous avez vu aujourd'hui, hier, des soi-disant opposants qui aujourd'hui vont se présenter ostensiblement pour aller prendre leur part. De qui vous parlez? Non, je parle de personnes spécifiquement. Je dis, il y en a qui sont partis prendre leur part. Il y en a qui ont pris, ça a duré 7 ans, ils se sont tellement pour lécher les babines, qu'ils renouvellent, ils invitent d'autres personnes à les retrouver en leur disant, mon gars, il y a à manger, viens, il faut venir. Le gâteau national. Le G20 et tout ça. Alors, donc, vous voyez, comment est-ce que vous voulez donc que des personnes qui parfois n'ont même pas de métier, son métier devient homme politique. Comment voulez-vous que quelqu'un de ce genre-là n'aille pas battre campagne pour celui qui est là depuis 43 ans? Vous voulez qu'il fasse quoi? Et qui visiblement distribue les prébendes ou alors les cadeaux. Mais c'est impossible qu'il fasse autrement, puisqu'il n'a pas de revenus. Il ne travaille pas. Et généralement, c'est des personnes qui sont encadrées, parfois ils sont élégants et tout, ils sont encadrés par les femmes et tout ça. Vous voyez? Bon. Lorsque vous vous rendez compte de ce genre de choses, comment vous voulez qu'un régime de ce genre puisse se renouveler? Ou alors que des nouvelles cellules apparaissent? Ce n'est pas possible, parce que chacun va se battre corps et âme. Non seulement, regardez encore une autre aberration dans notre pays, on prolonge alors que des jeunes cherchent du travail, des jeunes sortent des écoles, des médecins par centaines sortent chaque année des facultés de médecine, ils n'ont pas de travail, ils ne sont plus recrutés automatiquement. Mais il y a des personnes qui ont déjà 70 ans comme moi, qui continuent à demander les rallonges, les prorogations, et on les accepte. Ils sont l'exclusivité du chef de l'État. Il y en a même base de son pouvoir discrétionnaire. Incroyable. Il y en a même qui sont arrivés à la limite de la retraite. On n'a même pas prorogé. Mais ils sont dans le poste. Il y en a plein au Cameroun. Alors, j'ai entendu... Des DG, des présidents de conseil d'administration qui ont passé... Mon Dieu, voilà encore un autre cas. Depuis 30 ans, la loi ne le permet pas. Il y en a qui ont réussi à dire, moi je ne continue pas. J'en connais au moins 2. J'espère que sa mort n'a rien à voir avec tout ça. Alors, je crois que il faut qu'on fasse très attention dans des périodes pareilles de s'amuser avec la mémoire collective
des Camerounais. Parce que les Camerounais, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un mieux-être, que des problèmes basiques puissent être résolus. Je pense ici à tous les droits humains, en commençant par le droit à un logement, le droit à avoir de l'eau potable, le droit à avoir de l'électricité, le courant électrique pour faciliter sa vie, le droit de pouvoir se soigner convenablement. Ça, c'est le rôle de l'État. Et le gouvernement du Cameroun doit travailler pour que ce soit possible. Ce que j'ai entendu tout à l'heure de Monsieur Essimi, vous avez dit Monsieur Meunier. Monsieur Meunier, qui disait que, bon, chaque élite dans son coin devrait pouvoir travailler. Son père a parlé pendant 30 ans, 40 ans du barrage de Membélé, et finalement le barrage de Membélé est arrivé et tout. Je ne sais pas si ça a développé son endroit, son coin, parce qu'il fallait qu'il achève avec ça. Quand le barrage donc est arrivé, les routes sont devenues parfaites dans sa région, dans sa localité. Est-ce qu'on circule maintenant? Il y a l'électricité de tous là, à la portée de tous là-bas, dans cet endroit et tout. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, ça rejoint ce que notre ami de l'UPC disait tout à l'heure, donc il ne travaillait pas pour, il n'y pensait pas pour la population, mais il y pensait parce qu'il fallait absolument que ça se fasse pour que lui, il continue à se maintenir. Je ne dis pas que c'est forcément ça, hein, mais ça peut être aussi ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas affaire dans la langue de bois. Il faut être capable d'appeler le chien, chien, le chat, chat. Le Cameroun, ça ne va pas. La longévité n'aurait jamais gêné aucun Camerounais si tout se passait très bien. Si la justice faisait son travail. Si on n'arrêtait pas des gens qui sont allés juste pour aller voir comment le Conseil constitutionnel est en train de délibérer. On les arrête et ils vont faire 2 semaines dans les cellules et tout cela. Si les Camerounais avaient l'électricité, si les routes étaient bonnes, si les hôpitaux répondaient aux normes qui permettent quand même d'espérer une santé parfaite et tout ça, je vous dis, même celui qui est là maintenant, on peut même lui ajouter 20 ans même. Il reste là. Moi, personnellement, je n'aurais jamais à me dire non, il faut déjà enlever, il a trop duré. Je vais vous raconter une petite anecdote en 30 secondes. J'étais encore très jeune. À l'époque, on discutait avec des amis de politique et tout. Nous avions autour de 20 ans, 22 ans et tout ça. Alors, j'avais dit aux gens, quand le président Biya arrive au pouvoir, en 82, on se met à discuter politique et tout ça avec les amis, et il y en a qui disaient, oui, c'est formidable maintenant qu'il est venu, allez, on est sauvé, ainsi de suite, ainsi de suite. Très bien. Quelques années, ça n'a pas duré. Il y en a qui ont commencé à me dire, mais dis donc, ça, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Alors, je leur ai dit, vous savez, moi j'ai écrit, parce que j'avais créé un journal, j'étais directeur de publication, du journal Afrique Positive, donc c'était un magazine, et dans mon éditorial, j'avais dit certaines choses, et aussi dans une rubrique que j'avais intitulée « À Monsieur le Président ». C'est là-bas que je donnais mes avis au président de la République lorsqu'il y avait des situations importantes au Cameroun et tout. Et alors, on se retrouve avec cette question des mandats, de la limitation des mandats. J'ai écrit, c'est encore là, je peux vous présenter cela. J'ai dit, Monsieur le Président, n'acceptez pas la limitation des mandats présidentiels. Là, on est dans... on prépare encore la tripartite. Mais bien sûr, j'ai dit, n'acceptez pas ça. Mais il a accepté ça. Quelles étaient vos motivations à ce moment-là? Mais je vais les donner. Je dis, si vous acceptez cela, ça veut dire que vous contribuez à renforcer quelque chose qui nous a été imposé de l'extérieur, à savoir la démocratie qui ne nous convient absolument pas. La démocratie de la bolle. Oui, de la bolle, avec le multipartisme et tout ça, le pluralisme. Non, ça ne nous convient pas. Si vous entrez là-dedans, vous allez voir ce qui va se passer au Cameroun.
Eh bien, il a finalement dit limitation des mandats. Mais pourquoi après il revient encore? En 2008. Mais pourquoi revient-il encore? Il ne devait pas revenir. Il fallait qu'il laisse. Maintenant que il a travaillé, c'est bien beau et tout, ben, il laisse la place à quelqu'un d'autre. Parce que c'est nous qui avons accepté finalement que ce soit comme ça. On aurait pu ne pas le faire. On laissait quelqu'un, s'il travaille bien, il fait 40 ans. Poutine a déjà fait combien de temps? Il est parti, il est revenu. Hein. Eh oui, monsieur. Il est parti. Non seulement il est revenu, mais en plus, il continue. Il n'est pas prêt de partir là maintenant. Hein. Et puis même s'il veut partir, les Russes... On peut voir aussi à quel niveau était la Russie quand il arrivait et à quel niveau elle est aujourd'hui. Très bien. Donc, vous comprenez donc que, pour moi, en ce qui me concerne, la durée au sommet ne me pose aucun problème. Et je suis sûr que beaucoup de Camerounais sont dans la même situation. Que si notre pays se redresse, parce qu'on ose, parce qu'on prend le courage de combattre réellement la corruption, et que le règne du mérite s'installe, et que par la suite, qu'on puisse envisager de mettre un terme à cette prolifération des méthodes qui sont tout à fait antinaturelles des promotions de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui on contraint les jeunes à aller vers des choses totalement négatives, parce que c'est la condition pour avoir une place au soleil. Ça, c'est des pratiques qui doivent absolument... a été prise en otage. Si on fait disparaître tout ça, je vous le dis, le Cameroun décolle, et celui qui ira là, il aura de la peine à quitter l'endroit parce que c'est la population qui va dire « vous ne partez pas ». Docteur et quoi là on est dans une situation effectivement qui interpelle. Est-ce que la longévité de Paul Biya a servi l'intérêt public au Cameroun? Alors, l'intervention du patriarche traduit quelque chose. C'est qu'entre 1982 et aujourd'hui, il y a eu une rupture du lien social, caractérisée par une crise de la représentativité politique, la montée de nombreuses déviances. Quand on dit que la station sociale est prise en otage, effectivement, une crise même au niveau de la famille. Et bref, les crises, elles sont nombreuses. Et même sur un plan purement économique, on a assisté autrefois à de nombreuses privatisations avec des fléaux tels que la corruption qui vont galopant. Alors, toutes ces crises, quand on fait donc une ébauche de ces crises, on se dit, tiens bon, le président, il ne devrait pas, et alors, il n'aurait pas dû mettre aussi autant long au pouvoir. Alors, mais qu'est-ce qui justifie donc qu'il soit encore au pouvoir jusqu'aujourd'hui? S'il n'avait pas été, s'il avait abrégé son règne, on va le dire comme ça, est-ce qu'on n'aurait pas ces problèmes-là? J'ai envie de comprendre. Justement, j'y arrive, n'est-ce pas? Alors, quand on voit dans ces... On va donc se dire, pourquoi, malgré ces crises persistantes, les électeurs, dans leur majorité, lui ont accordé leur suffrage? Alors, ce qu'il faut en réalité dire, c'est que c'est à partir, je dirais, de 2018 que l'opposition a véritablement commencé à se structurer. Parce que si vous allez regarder les offres politiques jusqu'en 2011 en réalité, on a l'impression d'avoir une opposition qui surgit véritablement à la veille et qui ne prend pas le temps de parcourir
le Cameroun pour observer les problèmes, les difficultés des populations et élaborer un programme qui pourrait leur correspondre. Et tout ceci, en réalité, c'est lié à une mauvaise organisation de l'opposition. Et cette mauvaise organisation de l'opposition allait aussi avec le fait que le parti au pouvoir était le mieux implanté. Le parti au pouvoir avait malheureusement, en allant dans le sens de l'aîné du patriarche, avait, on va dire malheureusement, la meilleure offre politique. Il faut le dire ainsi en réalité. Parce que lorsqu'on essaie de comparer, une étude comparative entre les offres politiques, entre 92 et 2011 en réalité, l'opposition n'a pas vraiment fait de véritables propositions au peuple. Et on peut donc comprendre par là que le parti au pouvoir a su saisir ces manquements de la part de l'opposition pour justement rester encore au pouvoir. Et en plus, il faut souligner une faible politisation du peuple. On entend cela par l'intérêt porté. C'était peut-être voulu, c'était aussi l'une des techniques, c'était aussi l'une des recettes qui contribuait à cette longévité. On connaît la fameuse phrase, la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Est-ce que c'était pas fait à dessein justement pour marquer le territoire et éviter que ce peuple-là, que cette population ne devienne un peuple qui s'éveille? Bon, si c'était fait à dessein, ce n'est que de bonne guerre en réalité. Il appartenait donc à la société dite civile et à l'opposition de travailler d'arrache-pied pour éveiller les consciences. Voyez-vous, depuis les audiences au Conseil constitutionnel, où est la société civile? Est-ce qu'on entend parler de la société civile? Quels sont les problèmes qui sont pris en charge par cette société civile-là? Quel est le rôle qu'elle entend jouer durant ces élections? Il y a quelques organisations de la société civile qui sont très proches du G20 qui viennent de soutenir... Non, mais écoutez, ça veut simplement dire que le pouvoir en place dans le but de longévité, c'est comment s'organiser. Mais que fait donc l'opposition? C'est ça la question. Vous êtes un acteur de l'opposition puisque... Oui, justement, je suis un acteur de l'opposition et du PURS, naturellement. Et c'est pourquoi il faut ici féliciter et applaudir toutes les actions qui sont en ce moment menées par le candidat du PURS, Serge Espoir Matumba. Mais en réalité, l'opposition qui va aujourd'hui se lamenter, pleurer, parler d'une certaine longévité, mais qu'est-ce qu'elle fait pendant que le parti au pouvoir, lui, il s'organise? C'est ça la question. Et ce sont donc ces différents éléments qui peuvent justement justifier cette longévité. Parce qu'en réalité, il faut s'attendre à ce que quand il y a toutes ces crises qui sont aujourd'hui énumérées, que l'opposition fasse de véritables propositions. Justement au peuple. Or, le peuple aujourd'hui attend par exemple quoi? Un candidat de consensus. Mais où est-ce qu'on en est en réalité? Est-ce que l'opposition parvient à établir un programme qui pourrait satisfaire aux exigences des uns et des autres? Ça, on ne voit pas. Chacun veut aller de son côté. On a Serge Espoir Matumba qui a travaillé d'arrache-pied avec Madame Damjoya et quelques-uns pour qu'il y ait justement un programme fédéré pour faire face aux partis d'en face. Mais on parle aujourd'hui de G20, G30, G40, G50. Mais je crois que les efforts se poursuivent, non? Voilà. Et ils se poursuivent. Il y a 7 sur 11. Ils se poursuivent. Et nous souhaitons justement, en fait, il faut voir dans ce que je dis un appel à la conscientisation. L'opposition aujourd'hui, si on veut le changement tant désiré, il ne faut pas que nous allions en rang dispersé. Vous affrontez quand même un mec. Un mec qui est là depuis 43 ans. Il a suffisamment maîtrisé l'univers, l'écosystème politique. Et on ne saurait aller se lever
mollement pour aller l'affronter. Docteur Ekwala, vous aviez dit tout à l'heure que c'était de bonne guerre que Paul Biya et son équipe ont travaillé à se maintenir au pouvoir. Est-ce que ce sera le cas également lorsque le PURS sera élu et qu'il arrivera au pouvoir? Ça sera de bonne guerre. Est-ce que ce sera aussi de bonne guerre que le PURS caporalise l'ensemble de l'appareil politique comme ça au service de son maintien au pouvoir? Quelle est, sur cet aspect précis, la religion du PURS? Il faut savoir, n'est-ce pas, que déjà, et nous le savons tous, que chaque parti politique cherche à conquérir le pouvoir puis le conserver. Voilà. Ça, il faut le savoir. Et le patriarche là s'est bien dit, si tout allait bien, on n'aurait pas eu de problème avec la longévité. Effectivement, il faut donc savoir qu'avec Serge Espoir Matomba, nous plongeons dans des réformes, de nombreuses réformes. Et l'une des premières réformes, c'est celle de l'industrie. L'industrie et l'éducation. Nous estimons que avec le potentiel que nous avons, nous ne pouvons pas demeurer des vassaux. La vassalisation à laquelle nous sommes soumises doit être, ou ce joug doit être enlevé de nos épaules. Nous plaidons donc pour une rupture totale. Et le candidat vous l'a dit. Et il a pris de nombreux exemples au niveau de l'éducation. Attendez, à l'école, on enseigne l'histoire de qui? Notre histoire ou celle des autres. Et c'est un véritable problème. On voit par exemple au Cameroun, on a de nombreuses écoles françaises. Bon, ces écoles-là qui elles ont dans des élèves étudiants ou alors des élèves camerounais. Mais à ces élèves camerounais, quel est le programme qui leur est enseigné? Vous voyez que là, on vient leur donner ou alors leur purger avec la culture française. Ça, c'est pour que plus tard, qu'ils ne se reconnaissent pas en réalité en tant que Camerounais et qu'ils ne défendent pas les idéaux qui sont camerounais. Il est donc nécessaire que l'éducation soit refondée au Cameroun. Et ça, c'est ce que Serge Espoir Matomba nous dit. La langue, écoutez, nous exprimons aujourd'hui en quelle langue? Le français. Est-ce que c'est notre langue? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une langue qui est propre au Cameroun, dans laquelle on pourrait s'exprimer et qu'il y ait des experts qui pourraient pour traduire en français et que les autres ailleurs puissent tout simplement lire et avancer. Oui, il y a toutes ces questions qui nous gênent. La question de la monnaie qui nous gêne. Et vous voyez, écoutez, on dit avec Paul Biya qu'il y a de nombreux mots. Les salaires, c'est justement ça, les salaires qui sont bas qui amènent donc des gens dans le but de vouloir joindre des deux bouts à aller puiser un peu dans les caisses de l'État. Pourtant, si nous avions notre monnaie, nous serions en mesure de lui donner toutes les transformations nécessaires pour qu'elle puisse répondre à nos aspirations, à nos intérêts et que nous puissions l'utiliser justement pour pouvoir contrôler notre industrie, le rythme de développement et autres. Il est nécessaire donc que nous pensions justement à nous détacher de ce joug auquel nous avons été liés depuis 1960. Et il faut dans ce sens, même si ça fait mal, féliciter l'homme de 43 ans qui à un certain moment a quand même eu la sagesse de refuser de renouveler les accords que vous connaissez. Quels accords? C'est lesquels? Quels accords? Non mais vous les savez. Le refus est écrit où? Vous avez parlé des programmes scolaires. Il y a un téléspectateur, docteur. Quels accords? Peut-être l'accord de défense, peut-être l'accord de défense qui lui est profitable. Non mais... Oui. Bon, ça c'est déjà quelque chose de bon. Si vous pouvez le... Ça sert à quoi quand le Cameroun a faim? Non mais écoutez, si ces accords de défense n'avaient pas été rompus, peut-être que nous ne serions pas ici à parler de vive voix comme nous le faisons. Qui vous a dit? Oui, non, effectivement. C'est un mérite qu'on ne peut pas. Si on veut refonder, on ne peut pas. On va refonder en tenant déjà compte des acquis. Vous n'allez pas nous dire quand même qu'il n'y a pas d'acquis. C'est ça la question. Il y a des acquis. Mais maintenant, nous voulons nous appuyer sur ces acquis. Quoi par exemple? Oui, vous avez déjà parlé de la défense. Par exemple. Ça sert à quoi? Non, mais en ce qui concerne le panier de la ménagère. Non, justement, c'est pourquoi Espoir Matomba vient avec de nouvelles propositions en ce qui concerne la monnaie
et l'économie. Il vient donc justement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, oui. Et on n'a pas de raison d'acclamer le patriarche qui, après 43 ans, mérite de repos. Vous n'allez pas dire qu'il a apporter des réformes dans le sens de... On est, cher monsieur, dans le dernier versant de l'émission. Il nous reste peu de temps. Théophile, bon, je vais vous passer la parole pour engager ce dernier tour de table. Paul Biya a donc été 43 ans de pouvoir. On lui a reconnu des qualités, du mérite qu'il a usé à son profit. Ma question pour sortir est, est-ce que cette longévité a permis aux Camerounais de se sentir mieux? Est-ce que c'est une longévité qui a été profitable au peuple camerounais? Tout ce qu'on peut reconnaître, c'est la stabilité de l'État. La stabilité. Au-delà de cela, c'est un gâchis. Nous autres avons vécu avant 1982. Alors si je peux faire la comparaison entre les deux périodes, je dirais que c'est le jour et la nuit. Le mal-être a envahi la population. Personne ne se sent bien dans sa peau. Alors lorsque le président de la République prend le pouvoir, il dit à tous les Camerounais, et nous en sommes fiers, que le pays se porte bien. Peut-il le répéter 43, bon, peut-être 42 ans plus tard, ou 41 ans plus tard. Son prédécesseur s'en va, Amadou Ahidjo, il lui dit dans son discours à la nation, il dit, je laisse un Cameroun prospère, il trace les perspectives, il fait la cartographie économique du Cameroun à ce moment-là. Effectivement. Alors, c'est à partir de ce moment qu'il fallait préserver des acquis, parce que maintenant il n'y a plus d'acquis à préserver. Maintenant il faut la rupture pour la reconstruction. Mais à ce moment-là, il y a 43 ans, il y avait des acquis à préserver. Essayez de voir le tissu industriel du Cameroun. Il y a 43 ans, et le Cameroun était véritablement un pays en voie de développement. Voilà. Le langage aujourd'hui parle d'émergent. On était un pays en émergence. On transformait... Pays à revenu intermédiaire. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes un pays pauvre et très endetté. Nous avons même quémandé cette position. Ce statut qu'on a d'ailleurs célébré et qui a été l'objet de promesses en 2024. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, aujourd'hui, nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Mais puisque nous ne devons pas pleurer, il faut que nous restions debout et que nous pensions à la rupture. Ça, c'est le terme que j'utilise. Nous avons une gouvernance qui nous a conduit au marasme. Nous devons rompre. Avec cette gouvernance. Et nous profitons donc de la démocratie, dont la base est l'alternance. Parce que comme l'a dit le patriarche, quand tout va bien, hein, on ne regarde pas le chef. Quand tout va bien, chacun est bien chez lui. Et quand il lève la tête, il dit vive le chef, longue vie au chef. Mais quand tout va mal, tout le monde se demande, mais il fait quoi là? Et je crois que c'est sur un plateau concurrent que je disais que la multiplicité des candidats tue même. Parce qu'on a vu des gens qui, raisonnablement, ne devraient pas se porter candidat à la présidence. Mais quand on regarde l'environnement, même ce qu'on pourrait appeler comme les Camerounais de seconde zone se disent que non, je peux faire mieux que le président de la République. Là. Je m'en vais tenter ma chance. Alain Jules Meignelet, 43 ans de longévité de Paul Biya, qu'on peut applaudir, acclamer ou récuser, condamner selon son bord politique, ont quand même participé à la dégradation de l'économie de ce pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Comment on fait pour améliorer? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de reconstruire, de repartir, de bâtir un nouveau Cameroun sur de nouvelles bases? Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Oui, ben écoutez, je crois que, vous savez, tout ce qui est excessif est insignifiant. Alors, je m'explique parce que les gens ont tendance à... Je vais prendre juste un seul exemple. Hein, les gens ont tendance à croire que tout va mal parce que, bon, c'est pas parce qu'une majorité de gens, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, fait croire
qu'au Cameroun, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, etc. Je réponds au patriarche qui, tout à l'heure, a dit que mon feu père, paix à son âme, voulait qu'il y ait le barrage de Meveleux simplement parce qu'il voulait se maintenir. Non, malheureusement, ça s'est fait, il était déjà en retraite. Hein. Donc, voilà. Donc, c'était pas pour se maintenir, s'il a toujours appuyé par rapport à ça. Et puis, bien évidemment, ça nous a profité parce que pour aller de mon village qui est situé à moins de 300 km de Yaoundé, il fallait mettre des jours en route hein, à l'époque. Et grâce à ce barrage-là, justement, c'est une chance pour nous, pour les populations de chez moi, à Niabizane, qu'on ait une route bitumée jusqu'à Yaoundé. Alors, je disais que j'allais prendre juste un seul exemple. En 1982, lorsque le président Amadou Ahidjo prend le pouvoir, le Cameroun est doté de, je peux me tromper sur les chiffres, hein, mais ce sera à peu près ça, est doté de 1500 km de route bitumée. Donc, le président Ahidjo, moi je respecte l'homme, hein, bien évidemment. Le Cameroun se portait très bien, comme Monsieur Bon a dit tout à l'heure aussi sur le plateau, quand le président Biya a pris le pouvoir. Il y avait 1500 km de route bitumée. Avec l'avènement du président Paul Biya, donc sur 25 ans, hein, bien évidemment. Donc, si on suit la logique, n'est-ce pas, du pays qui va à rebours, n'est-ce pas, qui va à reculons, bien évidemment, le Cameroun devrait avoir peut-être 2000 quelque chose de 2750 km de route, ou alors à défaut 3000, hein, si le président Biya a vraiment véritablement travaillé. Et maintenant, si on multiplie par le nombre des années, ça veut dire simplement qu'on devait avoir peut-être 4000 s'il a bien travaillé, 4000 km de route bitumée, malheureusement, nous en avons plus de 10 000. Ça veut dire aussi quelque chose. Alors, on me dira certainement que oui, partout, il y a des nids de poules ici et là, etc. C'est une réalité. C'est une réalité parce que, bon, c'est vrai qu'il y a un problème de maintenance. Ça peut arriver. Mais je prends juste cet exemple-là. Pourquoi? Parce qu'on a toujours tendance à croire que chez nous, on d'aloi sur les réseaux sociaux, alors que c'est impraticable. Alors, est-ce que ne pas afficher, bon, est-ce que nier la vérité est le symptôme que ça va mieux, que ça va bien? Non, je ne dis pas de nier. Je suis simplement en train de dire que les gens s'appuient sur les réseaux sociaux pour dire tout et n'importe quoi, sans avoir justement sur la main la réalité même. Alors, Alain Jules, c'est dommage qu'on n'ait plus le temps de poursuivre. Moi, j'ai envie de vous donner un indicateur de la réalité. Je recommande aux gens je serai certainement au Cameroun pour une dédicace de cet essai-là. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. Je vous donne un indicateur peut-être pour sortir de la réalité qui n'est pas le fait des réseaux sociaux. C'est que le Cameroun a investi plus de 1000 milliards sur les 15 dernières années pour s'offrir des barrages. L'objectif était d'offrir de l'électricité aux ménages camerounais. La situation de la fourniture de l'électricité il y a 15 ans est meilleure que celle d'aujourd'hui. C'est une réalité, c'est des chiffres de l'Institut national de la statistique du Cameroun. Donc c'est aussi ça, des réalités qui ne sont pas grossies par les réseaux sociaux. C'est pour en fait apporter au caractère un peu complexe de la situation qui fait en sorte qu'on ne puisse pas s'inscrire dans une analyse qui soit... On est d'accord. On est d'accord. Je crois que nous avons le soleil. Il faut faire des centrales plutôt solaires. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. On poursuivra la discussion sur le sujet. Docteur Ekwala, vous avez 2 minutes également. On va conclure avec le patriarche Mobitan Yandaga. Alors, il faut dire qu'après 43 ans d'exercice, malheureusement, il y a la corruption qui s'est véritablement installée. Et cette corruption a largement contribué au sous-développement que l'on peut voir aujourd'hui. Mais il faut se dire que dans les conditions dans lesquelles nous sommes, aucun président ne réussirait vraiment à développer, dans la mesure où si... De quelles conditions vous parlez? Oui, c'est justement c'est de ça que je parle. Dans la mesure où si notre développement, ou la vitesse de développement est conditionnée par les institutions
dites internationales. On n'est pas obligé. Alors, c'est un véritable problème. Si les outils économiques et monétaires qui peuvent nous permettre de développer notre pays sont à la solde d'autres nations, alors c'est un véritable problème. Si on a une monnaie dont le seul objectif est de servir au drainage de nos ressources vers l'extérieur, c'est un véritable problème. Et à cet effet, donc, la proposition que le PUS fait naturellement, et j'aime revenir dessus, c'est arracher notre souveraineté économique et monétaire. Une fois que nous l'avons arrachée, nous pouvons donc décider du développement ou de la trajectoire que nous donnerons à notre tissu industriel. Nous pourrons nous-mêmes ici transformer nos ressources, à l'instar par exemple du pétrole. On parle là des routes. Le bitume au Cameroun, c'est souvent moins de 3 cm. Pourtant, les normes parlent de 5 à 10 cm. Et vous voyez, le bitume, c'est quoi? C'est juste un déchet du pétrole. Un dérivé, en réalité, c'est un déchet. Puisque le pétrole brut, quand on l'a distillé, donc on l'a raffiné, alors le déchet obtenu, c'est quoi? C'est le bitume. Or, quand on voit le pétrole à moindre coût à l'extérieur brut, et qu'il faut par la suite le racheter, raffiner et racheter également le bitume. Vous voyez, ça en fait trop. Nous avons donc besoin justement de mauvaise qualité. Nous avons donc besoin justement de refonder justement ce tissu industriel. Mais pour le faire, il faut avoir le courage d'arracher la souveraineté. Et Serge Espoir Matomba parle donc au peuple au travers de son slogan « Debout pour une souveraineté totale », une souveraineté sur le plan éducationnel, le plan économique, le plan industriel. Nous devons avoir ou reconquérir notre propre identité. On ne doit plus nous identifier sous le fait de francophones ou d'anglophones, mais nous devons être un et un seul, un Camerounais avec une langue nationale, et les autres langues pourront donc être utilisées pour communiquer par ceux qui voudront. Mais il faudrait que lorsqu'on parle du Cameroun aux Indos, aux Asiatiques et autres, qu'on puisse identifier le Camerounais par sa langue. Et ça, ce sont des réformes que le monsieur Serge Espoir Matomba apportera si les Camerounais et nos deux confrères qui sont là lui accordent leur suffrage et tout leur soutien. Et nous vous invitons à vous associer au projet de soutien de monsieur Serge Espoir Matomba. J'imagine qu'il vous devra une fière chandelle après cette émission, docteur Ekwala. Moubitan Yandaga, on va sortir par vous. C'était une discussion assez animée, assez large quand même. On aurait pu entrer par tellement de volets et le temps nous trahit presque toujours. Oui, alors, mais je souhaiterais quand même évoquer le fait que nous sommes globalement responsables de la situation qui nous arrive. Je dis, nous sommes tous responsables. Chacun, celui qui soutient le régime qui n'apporte pas la satisfaction en ce qui concerne les besoins, y compris basiques, de la population. Celui qui ne soutient pas et qui ne fait rien, il est aussi responsable. Celui qui est spectateur, et je voudrais penser ici aux responsables des églises, les prêtres, les pasteurs, les imams. Vous accusez souvent les politiques, mais vous laissez ce pan de la population, et qui n'est pas des moindres, continuer à vivre comme dans l'hypocrisie. C'est-à-dire, il dit, bon, nous on ne fait pas la politique, on est religieux et tout ça. Mais quand ça ne va pas, on vient, on dit, bon voilà, actuellement le peuple murmure, et nous on s'interroge. Non, ce qu'on demande à tout le monde, c'est de mettre le pied sur l'étrier. On ne doit plus avoir des Camerounais qui, sous le prétexte, qui s'occupent des affaires de Dieu, parce que Dieu veut que les hommes soient heureux. Voilà. C'est ce que Dieu veut. Si vous êtes un évangéliste, si vous êtes quelqu'un qui veut travailler pour Dieu et annoncer son évangile, c'est l'évangile du bonheur de l'homme, pour qu'il se souvienne qu'il a un Père dans les cieux
et qu'il reprenne la route pour retourner dans ses grâces. À partir du moment où ces gens qui professent cet évangile et qui sont donc apparemment plus que les autres préoccupés par le bonheur des hommes, parce que quand tu cherches qu'une âme soit sauvée, c'est que tu es quand même préoccupé par quelque chose de plus profond chez l'homme. Mais non, il faut que ces gens sachent que ce n'est pas les discours qui importent. Il faut que les prêtres, les pasteurs, les imams deviennent des hommes politiques, qui deviennent des militants, qu'ils travaillent de manière réelle dans le développement. Parce que c'est eux qui sont censés être proches de Dieu, non? Ils sont avec lui tous les jours. Ils prient matin, midi, soir et tout. Ils ont des visions, des révélations. Et ils ont des révélations, des intuitions, des choses comme ça et tout. Mais c'est ça qu'ils doivent donc expérimenter pour que le peuple soit heureux, au lieu d'attendre les dîmes que le peuple doit venir donner pour qu'il roule dans les belles voitures. Un peuple donc, qui lui-même... Moi, je pense que, vraiment, tout en disant que oui, le système actuel qui a ses racines dans l'impérialisme, parce qu'on a beau dire, nous, bon, ils ne sont pas les seuls responsables, nous reconnaissons que nous aussi, on est responsables de notre situation. Mais n'oubliez pas que ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont encore prisonniers de l'impérialisme, y compris même celui qui dirige ce pays. Parce que s'il ne l'était pas, le Cameroun serait différent. Il avait un jour dit, dans un élan de lucidité, nous n'irons pas au FMI. Ça n'a pas duré. Hein. Quelque temps après, nous sommes allés au FMI et nous y sommes mains et pieds liés. Jusqu'à présent. Vous voyez comment la complexité de l'affaire fait en sorte que on a donc besoin aujourd'hui des gens qui arrivent. Moi, j'entends souvent rupture. J'espère que les gens sont sérieux. Hein. Parce que moi, vous nous invitez à soutenir celui qui prend la souveraineté et tout. J'espère que vous êtes sérieux. Hein. Parce que c'est bien beau de dire souveraineté et tout, mais il faut le démontrer. Hein. La souveraineté, c'est quoi, par exemple? Moi, je vais vous dire. Moi, j'ai créé un village où tout le monde est heureux. Un village, il est là, il est au Cameroun. Tout le monde, tous les habitants sont heureux. Tous. Sans exception. Il y a de l'eau, il y a la lumière, il y a l'électricité, il y a Internet, il y a tout. Tous les services de base. Tout ce que l'homme, ce dont il a besoin. Le village est là, vous pouvez le visiter. Et j'en profite aussi pour inviter le président du PUR. Qu'il fasse un tour dans ce village. Qu'il aille battre campagne là-bas. Il va voir comment ce qu'on appelle donc de manière concrète la souveraineté. Parce qu'elle reste encore jusqu'à maintenant comme une utopie. Les gens, c'est Angoro, c'est dans l'Omba-Mekim. Donc, il faut venir. Et je suis en train d'entreprendre la même chose à Ombessa, dans l'arrondissement d'Ombessa. J'ai déjà commencé. Ce que j'ai fait là-bas pendant 20 ans, à Ombessa, je vais le faire en 4 ans maximum. Ah bon. Parce que l'expérience, je l'ai. Le know-how est là. L'enthousiasme est là. La foi est là. L'intelligence qui se développait à partir du fait que j'affrontais les difficultés les plus extraordinaires est là. Donc, il suffit aujourd'hui. Je ne suis pas candidat à cette élection présidentielle, je suis leader d'un parti politique. Mais moi, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Peut-être, sûrement, je soutiendrai quelqu'un. Mais j'observe d'abord ce qui est en train de se passer. J'attends de voir qui réellement veut la rupture. C'est là où moi je suis. Vous comprenez ce que je vous dis là? Je suis très sérieux. Hein? Quand on dit rupture, c'est, je vous dis, non seulement dans le sens le plus profond du terme, mais aussi dans le sens le plus général possible. Ne laissez aucun aspect. Donc, et nous devons savoir qu'aujourd'hui, le développement doit partir des villages. C'est de là-bas que ça part. Moi, je n'ai pas besoin de cacher notre vision par rapport à ça. Et on vous invitera volontiers, peut-être dans le cadre d'une émission spéciale, pour venir décliner cette vision. On va y réfléchir maintenant que la requête est posée. C'est d'ailleurs l'opportunité, avant de conclure cette émission, de dire merci à la direction des programmes. On a largement débordé. Je voudrais rassurer le patriarche, M. Matumbe, en ce moment à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Mais dès qu'il reviendra, je pense que vous lui donnerez le numéro du patriarche, il vous joindra et on verra comment est-ce que... faire cette visite. D'accord. Merci beaucoup, cher monsieur. Tous les deux, vous passerez donc par le service commercial et des relations publiques d'Afrique de Radio pour être de For You Media Africa pour être venu faire vos affaires sur ce plateau. Donc, le service commercial est alerté. Merci en tout cas à la direction des programmes de For You Media Africa hein, qui, avec son directeur, Fon Noir, nous permet toujours de nous déployer dans les meilleures conditions possibles. Merci à la rédaction centrale qui a contribué grandement à la réalisation de cette émission. Baudelaire Guéné, José Lundou. Merci à la direction des médias qui nous donne le quitus éditorial. Merci à nos invités, Gétro Ekwala, docteur Gétro Ekwala, communicant pour le peuple uni pour la rénovation sociale, le PURS, Théophile Mbong, cadre de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, et auteur de ces deux magnifiques ouvrages, La résistance contre la colonisation dans le sous-bois camerounais et Contentieux historique Cameroun-France, le caractère conflictuel d'une relation séculaire. Merci aussi à Alain Jules Meunier qui est lui aussi auteur. Il a publié il y a 4 jours seulement l'ouvrage intitulé Code 13, mystique, pouvoir et politique chez Paul Biya. Il nous indiquera sûrement les canaux de vente. Lui qui arrive au Cameroun pour la promotion de cet ouvrage. Il viendra justement sur ce plateau pour la dédicace de cet ouvrage. On l'imagine. Pierre-Paul Moubitan Yandaga, président de l'Union pour le réveil de l'Afrique. Merci beaucoup d'être venu. Et à vous, chers téléspectateurs, notre reconnaissance est infinie, autant que notre gratitude d'ailleurs. Je vous invite, en tant que porteur de la voix de tout ce monde, justement, à continuer à travailler à la grandeur de l'Afrique et à la beauté des choses. Au revoir et à demain. La première victoire de l'élection présidentielle 2025 sera la protection des voix, du vote. Parce que chaque voix compte, chaque vote compte. Pour ce faire, nous avons lancé une campagne d'un recrutement massif de représentants dans les bureaux de vote. Parce qu'à ce jour, le Cameroun compte plus de 30 000 bureaux de vote au niveau national et international. Mais pour cela, nous t'invitons à contribuer pour protéger ton vote. Cette campagne lancée, Colo, pour protéger le vote, te concerne, me concerne. Protégeons nos voix parce que chaque voix compte. Pour ces élections, allons prendre notre victoire. Protégeons nos voix.